Bonjour les épicurieux. L'ignorance est un mal, mais l'excès de savoir peut également faire mal. Et oui, si cette citation te laisse perplexe, c'est normal. Imagine un monde où tout le monde est soit désespérément bête, soit incroyablement intelligent. D'un côté, des décisions absurdes qui nous mènent droit au chaos. De l'autre, une élite intellectuelle isolée et rongée par la solitude. Alors je vous pose la question, qu'est-ce qui est vraiment le pire ? Être trop bête ou être trop intelligent? Et oui, vous l'aurez compris, c'est donc tout le sujet de cette vidéo où nous allons tenter d'y répondre. En effet, cette question est loin d'être simple à traiter, contrairement à ce qu'il y paraît. Nous traiterons donc ce sujet à travers l'individu, c'est-à-dire les conséquences pour lui-même uniquement, et à travers le prisme de la société, c'est-à-dire quelles sont les conséquences en groupe ou en entreprise. Tu vas voir que les dernières réflexions sont assez surprenantes. Mais avant tout, d'abord, définissons les deux notions clés de cette question. Finalement, qu'est-ce qu'être trop bête? Eh bien, être trop bête, c'est manquer cruellement de discernement, de réflexion, au point de commettre des erreurs évidentes, de se laisser manipuler facilement, ou de rester incapable de s'adapter à des situations complexes. C'est un peu comme vivre dans une simplicité qui peut parfois vous protéger, mais souvent vous handicaper. La deuxième notion, quant à elle, c'est d'être trop intelligent. C'est avoir une capacité de réflexion et d'analyse tellement poussée qu'elle peut devenir un véritable fardeau. Suranalyse constante, isolement social et difficulté à trouver sa place dans un monde qui ne suit pas toujours le même rythme ou la même profondeur de pensée. Voyons désormais les caractéristiques d'un individu qui se pencherait plutôt sur l'option être trop bête. Point numéro 1. Le manque de capacité à résoudre des problèmes complexes. Le manque de capacité à résoudre des problèmes complexes signifie être limité dans la compréhension ou la gestion de situations nécessitant une analyse approfondie ou des compétences cognitives avancées. Cela inclut par exemple l'incapacité à identifier les causes profondes d'un problème, à envisager des solutions alternatives ou à prévoir les conséquences de ses actions. Sans ces aptitudes, on reste bloqué face à des défis plus sophistiqués, se contentant souvent de réponses simplistes ou inadéquates. Ce qui peut freiner la prise de décision efficace et l'évolution personnelle ou professionnelle. Imagine un peu, tu es devant un embouteillage, et au lieu de réfléchir à un itinéraire alternatif ou d'utiliser une application pour contourner le problème, tu restes coincé, perdant du temps et de l'énergie. Ce genre de situation où on manque de réflexion pour trouver une solution simple à un problème concret illustre ce qu'est l'incapacité à gérer des problèmes complexes. Point numéro 2 concernant un individu bête. Vulnérabilité face à la manipulation ou l'exploitation. La vulnérabilité face à la manipulation ou à l'exploitation se manifeste par une difficulté à identifier les intentions réelles derrière les paroles ou les actes d'autrui. Cela résulte souvent d'un manque de recul, de méfiance ou d'esprit critique, rendant la personne sujette à l'influence extérieure. Elle peut accepter des idées ou des situations sans les remettre en question, ce qui ouvre la porte à l'abus, au contrôle ou à la dépendance envers des individus ou des systèmes malveillants. Prenons mon exemple personnel. Par exemple, il m'est arrivé au début de ma vie professionnelle de faire confiance à quelqu'un qui me proposait une opportunité qui était trop belle pour être vraie. Sans vérifier, j'ai accepté, pensant que c'était une chance unique. Finalement, je me suis retrouvé à travailler bien plus que prévu pour un salaire inférieur à ce qui m'avait été promis. Et c'est là que j'ai compris à quel point il est important de prendre du recul et d'analyser les intentions derrière ce que l'on te propose. Point numéro 3 pour l'individu trop bête. Difficulté à s'adapter à des situations nouvelles ou à des exigences élevées. La difficulté à s'adapter à des situations nouvelles ou à des exigences élevées résulte d'un manque de flexibilité mentale ou d'une capacité limitée à apprendre rapidement. Lorsqu'une personne est confrontée à un changement ou à un défi demandant de nouvelles compétences, elle peut se sentir bloquée, dépassée ou même paralysée, incapable de trouver des solutions ou de s'ajuster. Cela peut être dû à un manque de confiance en soi, à une peur de l'inconnu ou à une absence de méthode pour décomposer les problèmes complexes en étapes plus simples. Cette rigidité entrave non seulement la réussite face aux défis, mais aussi l'évolution personnelle et professionnelle à long terme. Imagine un peu, dans ta vie, tu commences un nouveau boulot et on te demande d'utiliser un logiciel que tu ne connais pas du tout. Je suis sûr que ça a déjà dû t'arriver. Au lieu d'essayer de comprendre petit à petit ou te demander de l'aide, tu te bloques et tu te stresses
Tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Résultat, tu perds du temps, tu te décourages, et tu passes à côté d'une chance de montrer que tu peux apprendre. Ça t'est déjà arrivé? Et oui, ce sentiment d'être complètement largué face à quelque chose de nouveau, c'est assez courant. Voyons désormais les arguments sur être trop bête en société ou en groupe. Point numéro 1. Les erreurs collectives dues à l'ignorance. Les erreurs collectives dues à l'ignorance se produisent lorsque des groupes entiers, mal informés ou influencés par des idées simplistes, adoptent des décisions ou des croyances qui nuisent à la société. Sans esprit critique ou des accès d'informations fiables, ces groupes suivent des récits biaisés ou des leaders manipulateurs. On peut voir comme en politique par exemple, créant des dynamiques dangereuses. Cela peut entraîner des choix politiques ou sociaux fondés sur des émotions ou des peurs, plutôt que sur des faits, mettant en péril la cohésion sociale et le progrès collectif. Il y a quelques années, j'ai vu un groupe d'amis partager en boucle une théorie du complot sur les réseaux sociaux. Au début, je ne m'y suis pas intéressé, mais leur certitude m'a intrigué. J'ai vérifié les faits et découvert que tout était basé sur une fausse information. Quand j'ai essayé de leur parler, ils m'ont ignoré, trop convaincus par ce qu'ils avaient lu. C'est là que j'ai réalisé à quel point l'ignorance collective peut créer des convictions erronées qui deviennent difficiles à briser. Point numéro 2 sur être trop bête en groupe ou en société. Frein au progrès scientifique, technologique et culturel. L'ignorance agit comme un frein au progrès technique, technologique et culturel en limitant la capacité d'une société à accepter ou soutenir l'innovation. Lorsqu'un manque de compréhension ou des croyances erronées domine, cela peut engendrer de la méfiance envers la recherche, des refus d'adopter de nouvelles technologies ou encore un rejet des idées créatives. Cela ralentit l'évolution des idées et des découvertes car sans une adhésion collective éclairée, même les avancées les plus prometteuses peinent à se concrétiser ou à avoir un impact durable. Imagine que tu refuses de te faire vacciner parce que tu as entendu des rumeurs disant que c'est dangereux. Sans chercher à comprendre l'effet scientifique, ce genre de méfiance freine les chercheurs et les scientifiques qui travaillent pour le bien commun. Résultat, des maladies évitables continuent de se propager en rejetant une innovation par manque d'information. On empêche donc aussi son impact positif sur le marché. Bref, tu vois ce que ça peut coûter. Maintenant que nous venons de voir les mauvais côtés de la bêtise, et si je vous disais qu'il y avait des bons côtés, vous me croirez? Eh bien voyons-les tout de suite ensemble, il y en a bien. Point positif envers la bêtise. Moins de pression psychologique ou existentielle. Avoir moins de pression psychologique ou existentielle, c'est vivre dans une forme de simplicité mentale, qui épargne souvent des réflexions complexes ou des angoisses profondes. Lorsque l'esprit n'est pas encombré par une suranalyse des choix de vie ou des grandes questions existentielles, on peut se concentrer sur l'instant présent et profiter des plaisirs simples. Cela réduit donc le stress lié à des enjeux globaux ou personnels et permet d'aborder la vie avec une certaine légèreté, même si cela limite parfois la compréhension des situations plus profondes. Il y a un moment où je me suis rendu compte qu'en suranalysant tout, je m'épuisais mentalement. Une fois en vacances, je réfléchissais à 1000 trucs. L'itinéraire parfait, les dépenses exactes, à quel horaire, les activités à optimiser. Et puis j'ai croisé une famille qui improvisait tout sans se prendre la tête. Et il me semblait tellement plus heureux. À ce moment-là, j'ai réalisé que parfois, ne pas trop réfléchir allège énormément la pression psychologique et permet de vraiment profiter de l'instant présent. Point numéro 2 en faveur d'être trop bête. Plus grande capacité à apprécier des plaisirs simples. Et oui, la capacité à apprécier des plaisirs simples est souvent liée à une approche moins analytique et plus spontanée de la vie. Lorsque l'esprit n'est pas accaparé par des questions complexes ou des réflexions constantes, on peut pleinement savourer les petites joies quotidiennes. Que ce soit un repas délicieux, un coucher de soleil, un moment partagé avec des proches, regarder les arbres. Cette simplicité permet de trouver du bonheur dans des expériences ordinaires en étant ancré dans le présent, sans chercher constamment des significations profondes ou des résultats optimaux. Imagine un peu, tu es assis sur une terrasse avec ton petit café ou ton thé préféré devant toi. Tu regardes les gens passer, tu sens la chaleur du soleil sur ton visage. Et puis c'est tout. Pas besoin de réfléchir à ce que tu dois faire après ou aux grands problèmes de ta vie. Juste ce moment simple, où tu es bien. Ça, c'est la beauté des plaisirs simples, et parfois, c'est tout ce dont on a besoin pour être heureux. Maintenant qu'on a analysé les arguments en faveur et contre le fait d'être trop bête, voyons désormais l'intelligence pour l'individu. Point numéro 1. Sentiment d'isolement dû à une incompréhension des autres.
Le sentiment d'isolement causé par une incompréhension des autres apparaît lorsque quelqu'un, à force d'être beaucoup trop en avance intellectuellement ou de voir les choses différemment, se retrouve déconnecté de son entourage. Cette personne peut avoir du mal à partager ses pensées ou ses préoccupations, car elles semblent beaucoup trop complexes ou peu accessibles pour ceux qui l'entourent. Ce décalage peut créer un fossé émotionnel et social, laissant un sentiment de solitude malgré la présence des autres, car il devient difficile de trouver un terrain d'entente ou une véritable connexion. Prenons mon exemple, quand j'étais plus jeune, je me passionnais pour des sujets très pointus, comme certaines théories scientifiques ou des livres philosophiques complexes. Mais quand j'essayais d'en parler autour de moi, les gens y décrochaient vite, me disant que c'était trop compliqué ou que ça ne les intéressait pas. À force, je me sentais un peu seul, comme si ce que j'aimais vraiment était un mur entre moi et les autres. C'était assez frustrant, car même en essayant de simplifier, je n'arrivais pas à partager ce qui me passionnait. Point numéro 2 sur l'intelligence chez l'individu. Difficulté à gérer des émotions ou un stress existentiel, comme la suranalyse ou le perfectionnisme. La difficulté à gérer des émotions, un stress existentiel, découle souvent d'une suranalyse constante ou d'un perfectionnisme exacerbé. Une personne trop intelligente peut se retrouver piégée dans ses propres pensées, cherchant à anticiper tous les scénarios possibles ou à atteindre des standards irréalistes. Cela génère une pression immense car chaque situation devient un casse-tête ou une quête interminable de la meilleure solution. Ce poids mental rend plus difficile la gestion des émotions, amplifiant le stress et l'insatisfaction, même dans des contextes où les choses sont déjà sous contrôle. Imagine que tu dois prendre une décision importante comme choisir un appartement. Au lieu de te concentrer sur l'essentiel, tu te perds dans les détails. Quel sera l'emplacement exact, l'exposition au soleil, la qualité des matériaux, les moindres petits défauts. Tu passes des heures, des jours à tout analyser sans jamais être satisfait. Résultat, tu es stressé, épuisé et tu te demandes si tu as fait le bon choix. Alors qu'au fond, tu aurais déjà avancé et te simplifié la vie. Point numéro 3 pour l'intelligence chez l'individu. Problème d'adéquation avec les normes sociales ou culturelles. Un problème d'adéquation avec les normes sociales ou culturelles survient lorsque quelqu'un, en raison de son intelligence ou de sa vision des choses, se retrouve en décalage avec les attentes ou les comportements de la majorité. Cette personne peut avoir donc des valeurs, des idées, des manières d'interagir qui semblent beaucoup trop complexes, trop avant-gardistes ou simplement incompréhensibles pour son environnement. Ce décalage crée une difficulté à se conformer ou à s'intégrer, entraînant parfois des jugements ou une exclusion, même si cette différence pourrait être une richesse dans un autre contexte. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à des sujets comme l'intelligence artificielle et les sciences futures, dans certains cercles, on me regardait comme si j'étais bizarre. Les discussions tournaient souvent autour de sujets beaucoup plus classiques, et dès que j'essayais de partager mes idées, on changeait vite de sujet. Et oui, que ce soit le foot ou le dernier achat de vêtements, ça ne m'intéressait pas. À force, j'ai compris que je ne cadrais pas vraiment avec ces normes sociales. Ce n'était pas malveillant, mais ce sentiment d'être hors cadre m'a souvent donné l'impression d'être seul dans mes pensées. Voyons désormais les points en faveur de l'intelligence en société et en groupe. Point numéro 1. Tension sociale due à une élite intellectuelle perçue comme déconnectée. Les tensions sociales liées à une élite intellectuelle perçue comme déconnectée naissent lorsque les individus très instruits ou hautement intelligents semblent éloignés des préoccupations quotidiennes de la majorité. Leur langage, leurs priorités ou leurs décisions peuvent paraître complexes, incompréhensibles ou même indifférents aux besoins réels des gens. Cela crée un fossé entre ceux qui se sentent ignorés ou incompris et ceux qui sont vus comme vivant dans une tour d'ivoire, alimentant frustration, méfiance et parfois même rejet des solutions pourtant bien intentionnées. Imagine un peu un politicien ou un expert qui propose une réforme en utilisant des termes techniques et complexes, en disant que c'est pour le bien commun. Toi tu galères déjà à boucler ton mois et tu n'as pas le temps de comprendre tout leur jargon. Résultat, tu te sens ignoré comme si leurs idées ne concernaient que leur monde, pas le tien. Cette impression que l'élite vit dans une bulle, loin de tes réalités, crée une frustration qui alimente les tensions sociales. Point numéro 2 sur l'intelligence en société. Exploitation ou manipulation potentielle des moins intelligents. L'exploitation ou la manipulation des moins intelligents survient lorsque des individus ou des groupes profitent du manque de discernement ou de connaissance d'autrui pour servir leurs propres intérêts. Cela peut se manifester par des contrats abusifs, des fausses promesses ou des campagnes de désinformation.
En l'absence de capacité à analyser ou à remettre en question ce qui est présenté, les personnes manipulées deviennent des cibles faciles, souvent exploitées sans même en avoir conscience, ce qui perpétue des inégalités et un déséquilibre de pouvoir. Il y a quelques années, j'ai signé un abonnement dans une salle de sport sans lire toutes les conditions. Le vendeur m'avait bien vendu le truc, une offre exceptionnelle, valable uniquement aujourd'hui. Et ben ce que je n'avais pas vu, c'était que l'abonnement était non résiliable avant un an. Quand j'ai voulu arrêter au bout de 3 mois, impossible. C'est là que j'ai compris que mon manque de vigilance avait permis qu'on me manipule pour faire un choix qui ne me convenait pas. Point numéro 3 sur l'intelligence en société. Innovation et progrès, mais parfois au détriment de l'éthique. L'innovation et le progrès peuvent parfois avancer plus vite que les réflexions éthiques qui devraient les accompagner. Des technologies puissantes comme l'intelligence artificielle peuvent être développées et déployées sans régulation adéquate, menant à des risques imprévus, perte de confidentialité, biais algorithmiques ou même des impacts sociaux négatifs. L'absence d'encadrement ou de principes éthiques solides peut transformer des outils innovants en menaces pour l'équité, la sécurité ou les droits fondamentaux malgré leur potentiel immense pour améliorer nos vies. Imagine que tu postules à un emploi et qu'un logiciel d'IA analyse ton CV. Sans que tu le saches, cet outil est programmé par des biais et il te disqualifie juste parce que ton parcours ne correspond pas à un modèle précis ou n'a pas les bons mots-clés. Résultat, tu perds une opportunité sans même avoir eu la chance de te défendre. Ce genre de situation montre comment une innovation, si elle n'est pas bien encadrée, peut créer des injustices au lieu de simplifier nos vies. Voyons désormais les arguments en faveur positive sur l'intelligence. Point numéro 1. Capacité à anticiper les problèmes et à les résoudre. La capacité à anticiper les problèmes et à les résoudre est un atout des personnes très intelligentes. Elles peuvent analyser une situation, repérer les signes avant-coureurs d'un obstacle ou d'une complication et élaborer des solutions avant même que le problème ne se manifeste pleinement. Cette anticipation permet de limiter les dégâts, d'économiser du temps et des ressources et souvent d'apporter des améliorations efficaces à des processus existants. C'est une compétence précieuse pour prévenir les crises et gérer l'incertitude avec efficacité. Par exemple, moi, quand je travaillais sur un projet complexe, j'ai remarqué qu'une partie de l'équipe ne suivait pas le planning prévu. Plutôt que d'attendre que les retards s'accumulent, j'ai tout de suite ajusté les tâches et redistribué certaines responsabilités. Cette anticipation a évité que le projet prenne du retard et tout s'est terminé dans les délais. Ce moment m'a montré à quel point repérer un problème à l'avance et agir rapidement peut vraiment faire la différence. Point numéro 2 en faveur de l'intelligence. Contribution à l'amélioration du bien-être collectif. Les personnes très intelligentes contribuent souvent à l'amélioration du bien-être collectif en proposant des idées, des technologies ou des solutions qui répondent aux grands défis de la société. Leur capacité à analyser des problèmes complexes et à innover permet de développer des avancées dans les domaines comme la médecine, l'éducation ou l'environnement. En s'appuyant sur leurs connaissances, elles jouent un rôle clé dans la création de projets ou de systèmes qui bénéficient non seulement à une minorité, mais à l'ensemble de la communauté, améliorant ainsi la qualité de vie collective. Imagine un scientifique qui travaille à développer un vaccin ou une solution écologique pour réduire la pollution. Grâce à son intelligence et à ses recherches, il trouve une méthode efficace qui profite à des millions de personnes. Même si tu ne les connais pas directement, son travail a un impact direct sur ta santé, l'air que tu respires ou même la sécurité de ton quotidien. C'est ça, une contribution intelligente qui améliore le bien-être de tous, et y compris le tien. Faisons donc maintenant, après avoir vu les arguments d'être trop bête et trop intelligent, pour comprendre c'est quoi le pire. Alors, premièrement sur le bien-être personnel. Être trop bête peut apporter donc une certaine sérénité, car on ne s'inquiète pas de ce que l'on ne comprend pas, ou de ce qu'on ne peut pas anticiper. Cette insouciance limite l'anxiété, mais expose à des risques immédiats à court terme, comme prendre de mauvaises décisions ou tomber dans des pièges par manque de vigilance. En revanche, être trop intelligent offre une vision à long terme et une capacité d'anticipation précieuse. Mais cela s'accompagne souvent d'un poids mental, solitude, stress lié à l'anticipation des problèmes, et une difficulté à déconnecter d'une suranalyse constante. Dans les deux cas, l'équilibre est difficile à trouver. Imagine un peu une personne qui ne se soucie jamais de son avenir financier. Elle dépense sans compter et profite du moment présent, mais se retrouve sans ressources face à une urgence à l'opposé. Une autre personne planifie tout à l'extrême économique, chaque centime et anticipe tous les scénarios possibles, mais vit constamment stressée par la peur de l'incertitude. Ces deux approches, bien que très différentes, montrent les limites de ces deux extrêmes. Sur le bien-être personnel, tu devras donc ajuster le curseur entre ton plaisir court terme, c'est-à-dire être bête,
ou alors le curseur long terme, c'est-à-dire être intelligent. Cela dépendra de toi. Sur le plan du bien-être social et en groupe, si on compare, être trop bête, les personnes moins intelligentes s'intègrent parfois mieux dans les groupes sociaux simples, grâce à leur spontanéité et leur absence de stress liée à des analyses complexes. Elles créent un environnement léger, parfois plus convivial. L'inconvénient, c'est que leur manque de discernement peut entraîner des erreurs collectives, des comportements imprudents ou une manipulation facile, nuisant au bien-être global. Être trop intelligent, ça a un avantage. Les personnes très intelligentes apportent donc des solutions durables et des progrès significatifs. Leur vision à long terme peut améliorer les systèmes sociaux, la technologie et l'organisation globale. En revanche, par contre, leur déconnexion sociale, leur tendance à suranalyser ou leur difficulté à s'intégrer au rythme général de la société peut générer des tensions, voire des divisions. Sur le bien-être social, qui c'est qui gagne ? Ça pencherait plutôt en faveur des intelligences capables de combiner réflexion et empathie. Ce ne sont donc pas les plus brillants ni les moins informés qui assurent une société équilibrée, mais ceux qui savent naviguer entre complexité et simplicité, en comprenant les besoins des autres, tout en proposant des solutions réalisables. En d'autres termes, c'est une intelligence bien dosée, accompagnée d'un lien fort avec les autres, qui garantit le mieux le bien-être social. Pour conclure cette vidéo, ce n'est donc ni l'un ni l'autre, mais bien l'intelligence émotionnelle qui est la clé pour trouver l'équilibre entre la bêtise et l'intelligence excessive. Elle permet de mieux comprendre ses propres émotions, d'interagir avec les autres de manière constructive et de combler des écarts, qu'ils soient liés à un manque de réflexion ou de suranalyse. Sans ce lien émotionnel, même l'intelligence la plus brillante peut devenir un fardeau. Le rôle de l'éducation est donc tout aussi fondamental. Elle doit aller au-delà de l'accumulation de savoir pour cultiver l'esprit critique, l'empathie et la créativité. Une éducation équilibrée aide à éviter les extrêmes en formant des individus capables de penser avec clarté, de ressentir avec profondeur et de construire un avenir harmonieux pour eux-mêmes et pour la société. Et vous alors, vous êtes plutôt quel team ? Trop bête ou trop intelligent ? Allez, ne mentez pas, j'attends vos réponses en commentaire. Je t'ai suggéré une vidéo en bas à gauche de ton écran. Je l'ai mise spécialement pour toi, elle a de grandes chances de t'intéresser si tu veux te cultiver davantage.